Chers élèves, bonjour. Cette leçon est destinée aux élèves de la 4e année sciences techniques, programme génie électrique. On va poursuivre aujourd'hui le chapitre du moteur à 530 triphasé dans sa partie commande et protection des moteurs à 530 triphasés. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au démarrage direct des moteurs à 530 triphasés dans les deux sens de rotation. Je commence par un rappel. Le rappel pour le démarrage du moteur à un seul sens de rotation. Il est donné par le circuit de puissance. Dans le circuit de puissance, on trouve le sectionneur porte fusible, le contacteur KM et le relais thermique F. Le circuit de commande, il est donné par le contact auxiliaire du sectionneur porte fusible, le relais de contact de réarmement du relais thermique, un bouton poussoir S1 fermé au repos, c'est pour l'arrêt du moteur. Un bouton poussoir ouvert au repos pour la mise en marche du moteur. La bobine du contacteur KM et son contact de maintien 1 km. On va présenter le fonctionnement du circuit de commande, du circuit de puissance aussi, par la fermeture du sectionneur, ainsi que son contact auxiliaire. Si j'appuie sur le bouton S2, bouton de mise en marche du moteur, je vois que le circuit sera fermé, alimentant ainsi la bobine du contacteur. La bobine, elle est excitée, elle va fermer ses contacts de maintien et les trois contacts principaux. Le courant passe dans le circuit de puissance, il va alimenter le moteur et le moteur se met en fonctionnement. Maintenant, si je relâche le bouton de mise en marche S2, je vais couper le courant sur la bobine? Non, pas du tout, parce que le courant, il va passer à travers son contact de maintien. Et le moteur continue à fonctionner. Maintenant, pour arrêter le moteur, il suffit d'appuyer sur le bouton S1 bar pour ouvrir le circuit de commande, arrêtant ainsi l'excitation de la bobine. La bobine, elle va relâcher tous ses contacts, y compris le contact maintien et les trois contacts principaux, mettant ainsi le moteur en arrêt. Tout ça, c'est un rappel pour le démarrage direct à un seul sens de rotation, ce que vous avez déjà vu dans l'autre séance. Je passe maintenant au démarrage direct à deux sens de rotation. Prenons la mise en situation. Je vais prendre un système, le treuil de levage de charges lourdes. Ce treuil permet de lever et de descendre des charges lourdes. Il est entraîné par un moteur asynchrone triphasé M. Donc le treuil, il est entraîné par ce moteur pour lever le crochet et descendre le crochet. Pour ça, le moteur, il est nécessaire de tourner dans les deux sens de rotation. Donc, d'où la nécessité d'inverser le sens de rotation du moteur. On rappelle que pour inverser le sens de rotation du moteur à deux sens de rotation, il suffit de permuter deux phases. Soit la phase 1 avec la phase 2, la phase 2 avec la phase 3, ou bien la phase 3 avec la phase 1. Et avant de démarrer le moteur, on doit coupler le moteur, que ce soit manuel, que ce soit par un autre type de démarrage. Si je prends la plaque à bornes de notre moteur et je l'alimente par L1, L2, L3, il va tourner dans un premier sens. Et maintenant, si je permute les deux phases, donc le moteur va tourner dans le sens 2. Passons maintenant au schéma des circuits. Certainement le circuit de puissance et le circuit de commande. Le circuit de puissance, il est donné par ce schéma. Ce circuit de puissance, vous vous souvenez de lui parce qu'on a déjà travaillé avec ce circuit pendant le démarrage direct à un seul sens de rotation. Alors, si je ferme le sectionneur puis le contacteur, le moteur va fonctionner en sens 2. Maintenant, pour
inverser le sens de rotation du moteur, il suffit d'inverser deux phases. L'inversion de deux phases, ça ne peut pas être manuel, mais elle va être... Donc, on va essayer, on va par nécessité utiliser un deuxième contacteur, désigné par KM2. Maintenant, comment on branche ce contacteur KM2 sur le circuit de puissance? En inversant deux phases. Donc, il suffit de choisir une phase identique et inverser les deux autres phases. Alors, on va schématiser le circuit de puissance. On va essayer de brancher le deuxième contacteur, KM2, sur le circuit de puissance. Alors, pour ça, il faut choisir tout d'abord une phase identique pour les deux contacteurs. Je vais choisir, par exemple, la première phase. D'accord? Alors, la première phase, c'est celle-là. Et l'autre, elle est là. Par la suite, je vais inverser la phase 2 avec la phase 3. Je commence par la phase 2. Et ici, il va passer à la phase 3. La phase 3 avec la phase 2. Là, il y a un petit problème. Donc, le schéma, point de vue fonctionnement, est juste. Seulement, il faut s'assurer de la clarté du circuit de puissance. Il faut bien représenter de telle sorte, il faut minimiser au maximum ce croisement. Maintenant, je vais effacer tout ça. Donc, je fais effacer. Et je vais représenter de nouveau le schéma, mais d'une autre façon. Je vais représenter phase 1 avec la phase 1, la phase 2 avec la phase 3, la phase 3 avec la phase 2. Encore, il y a un problème de croisement de part et d'autre. Donc, il faut s'assurer de la clarté du schéma. Mais encore, il y a un autre problème. C'est que pendant le fonctionnement du moteur en sens 1, vous avez le moteur, il est protégé par le relais thermique. Tandis que pendant le deuxième sens, le moteur n'est pas protégé puisque j'ai passé les sorties du deuxième contacteur à la sortie du relais thermique. Donc là, le moteur il est protégé seulement pendant le sens 1 et non pas le sens 2. Donc, il fallait faire attention pendant cette représentation. Alors, je reprends mon schéma, le circuit de puissance, et on va continuer soigneusement, sans faire la démonstration, sans faire le croisement. Alors, j'appuie sur ça. Alors, la phase 1 avec la phase 1, la phase 2 avec la phase 3 et la phase 3 avec la phase 2. Comme ça, j'ai terminé la représentation du circuit de puissance. Passons maintenant au circuit de commande. Le circuit de commande, il est donné par cette partie. Vous vous souvenez de cette partie? C'est celle de la commande du moteur au démarrage direct pendant un seul sens de rotation. Dans cette partie, il y a le bouton arrêt, le contact de réarmement, le contact auxiliaire du sectionneur porte fusible et la partie commande du premier contacteur KM1. Donc celle-là, c'est d'autre que la commande du moteur en sens 1. Pour commander le moteur en sens 2, on doit ajouter en parallèle un schéma qui commande le deuxième contacteur KM2. Il est donné par sa bobine, le contact maintien et le bouton poussoir S3 pour le deuxième sens de rotation. Dans ce schéma, on trouve
une boîte à boutons poussoir, à 3 boutons poussoirs, S1 pour l'arrêt puisqu'il est fermé au repos, S2 et S3. Faisons maintenant faire fonctionner le moteur. Si j'appuie sur le sectionneur porte-fusible, je ferme ce circuit et j'appuie sur S2. La bobine KM1 sera excitée, fermant ainsi les 3 contacts principaux et le moteur fonctionne en sens 1. Pendant qu'il fonctionne en sens 1, j'appuie sur S3. Est-ce que la bobine KM2 fonctionne? Oui, bien sûr. Fermant ainsi les 3 contacts principaux du deuxième contacteur. Voyons maintenant si je ferme le circuit de puissance, les 3 contacts puissance du premier contacteur et le circuit de puissance du deuxième contacteur. Voyons qu'est-ce qui se passe. La première phase, elle est identique. C'est bon, il n'y a pas de problème. La deuxième phase, elle est liée, puisqu'elle est fermée, à la troisième phase. Elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là? On va avoir un court-circuit franc entre les 2 phases 2 et 3. On doit protéger notre installation et notre moteur contre ce court-circuit. Comment se faire? Donc, on ne doit pas faire fonctionner les 2 contacteurs en même temps. Pour ça, je passe. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On va insérer avec la première bobine et la deuxième bobine un contact qui est fermé. Ce contact, il est commandé par la bobine KM1. Autrement dit, si la bobine KM1 sera excitée, elle ferme son contact maintien et ouvre ce contact qui est ouvert, empêchant ainsi la commande de la bobine ou bien l'alimentation de la deuxième bobine. Et vice-versa. Autrement dit, j'ajoute un contact commandé par KM2. Pendant que, lorsque KM2 sera excité, elle ouvre ce contact et ferme son contact maintien. Comme ça, je peux empêcher, de part et d'autre, le fonctionnement simultané des 2 contacteurs en même temps. Les 2 contacts, on l'appelle verrouillage électrique. Il s'appelle verrouillage électrique. Encore, je peux trouver un verrouillage, ce qu'on appelle verrouillage mécanique. Je le représente par ce trait interrompu avec ce petit triangle entre les 2 contacteurs. Ce verrouillage mécanique, ce n'est d'autre que un ensemble qui est constitué par 2 contacteurs. Et je vous le montre là, réellement, ces 2 contacteurs. Ces 2 contacteurs sont liés mécaniquement. Et vous voyez là, il y a un mécanisme. Lorsque j'actionne un des 2 contacteurs, l'autre contacteur ne peut pas être actionné. Et vice-versa. Si cet contacteur est actionné, elle empêche le fonctionnement de l'autre contacteur. Cet verrouillage, il s'appelle verrouillage mécanique. On peut l'observer en bas aussi. Si j'actionne celui-là, il empêche le fonctionnement de l'autre. Et si j'actionne celui-là, il empêche le fonctionnement de l'autre. Alors, c'est un ensemble qui est constitué par 2 contacteurs. Ces 2 contacteurs sont liés mécaniquement, empêchant ainsi le fonctionnement de l'autre, et vice-versa. Il y a un petit problème aussi. On sait très bien qu'un contacteur, il est constitué essentiellement de 3 contacts principaux et un seul contact auxiliaire. Seulement, on peut voir là que cette bobine, il commande un contact auxiliaire et 3 contacts principaux. Encore, il commande un 4e contact qui est fermé au repos, c'est le contact de verrouillage. Alors, on sait très bien que le contacteur, il possède seulement 4 contacts. Donc, comment se faire? On va ajouter ce qu'on appelle un bloc de contact auxiliaire. C'est ce contact-là. Je vous montre ce contact. C'est un bloc de contact auxiliaire. Ce contact auxiliaire,
il peut être accroché directement sur le contacteur de cette façon-là. Vous pouvez entendre l'accrochement interne. Voilà. Comme ça, si la bobine sera excitée, elle crée un champ magnétique capable de fermer tous ces contacts, y compris les contacts de ce bloc auxiliaire. Donc, je peux le décrocher ou bien je peux l'accrocher selon notre besoin. Voilà. Très bien. Alors, passons maintenant au contact auxiliaire et verrouillage mécanique. Je vous donne par ce tableau le schéma, la vue apparente du bloc de contacteur auxiliaire. À l'intérieur, il existe 4 contacts. Ces 4 contacts, dont 2 ouverts et 2 fermés. Les 2 contacts ouverts, je peux l'exploiter comme contact de maintien. Et les 2 contacts auxiliaires, qui sont fermés au repos, je peux exploiter l'un des 2 comme verrouillage électrique. Le verrouillage mécanique, il est donné par un bloc qui est constitué de 2 contacteurs liés mécaniquement, de telle sorte le fonctionnement de KM1 empêche mécaniquement le fonctionnement de KM2 et vice-versa. Le symbole du verrouillage mécanique, il est donné par ce schéma. Son rôle, c'est quoi? C'est d'empêcher le fonctionnement simultané des 2 contacteurs KM1 et KM2. Voyons comment il fonctionne, ce schéma, par animation, si vous voulez. Alors, le moteur, en premier lieu, le moteur il est fermé, il est en arrêt. Je ferme le sectionneur. Bien sûr, j'ai oublié de dire que je vais fonctionner le moteur en sens 1. Alors, je ferme tout d'abord le sectionneur porte fusible. Son contact auxiliaire est fermé. Maintenant, je vais fermer ce circuit, c'est le circuit de sens 1, donc en appuyant sur S2. Le courant passe dans cette partie, faisant exciter la bobine KM1. La bobine KM1, elle va fermer son contact de maintien et les contacts principaux. Le courant passe et le moteur se met en fonctionnement. Je relâche le bouton S2. Et maintenant, voyons l'effet de l'action de S3 sur notre montage. Si j'appuie sur S3, le KM2 ne peut pas fonctionner puisqu'il est empêché par ce deuxième contact qui est fermé, commandé par la bobine KM1. Je relâche S1, S3, et maintenant, pour arrêter le moteur, je dois couper le courant sur la bobine par l'action sur le bouton arrêt S1. La bobine n'est plus excitée, elle va relâcher tous ses contacts et le moteur se met en arrêt. Maintenant, reprenons cet essai en sens 2. Vous savez qu'en sens 2, je dois inverser 2 phases. J'ai choisi d'inverser les phases 2 avec phase droite. Je vous rappelle que la phase 1, elle est identique. La phase 2 devient phase 3, reliée à la phase 3, et phase 3 reliée à la phase 2. Maintenant, j'appuie sur S3. Le circuit de commande de la bobine KM2 il est fermé. Donc la bobine elle va fermer ses contacts, KM2, et fermer les 3 contacts. Le courant dans le circuit de puissance il va passer à travers le contacteur KM2. Vous le voyez là. Et le moteur se met en fonctionnement dans le sens contraire, dans le deuxième sens. Maintenant, si j'appuie sur S2, je relâche S3 et j'appuie sur S2, l'action sur S2 n'a aucun effet puisque le circuit est ouvert par le contact de verrouillage commandé par KM2. Si j'appuie sur le bouton arrêt, je coupe le courant sur la bobine KM2 et le moteur se met en arrêt. Je répète cette séquence vidéo, cette séquence d'animation. En sens 1, je ferme S2, la bobine KM1, l'action sur S3, n'a aucun effet.
le moteur se met en fonctionnement dans le sens 1. Maintenant, si j'appuie sur S1, le moteur s'arrête. Voilà. Maintenant, si j'appuie sur S3 en sens 2, j'appuie sur S3. Oui. Troisième phase avec la deuxième phase. Et maintenant, j'appuie sur S3. Si j'appuie S3, KM2 va fonctionner, fermant ainsi le contact, 3 contacts principaux du deuxième contacteur et le moteur se met en fonctionnement en sens 2. L'action sur S2 n'a pas d'effet et si j'appuie sur S1, la bobine n'est plus excitée, elle va relâcher ses contacts et le moteur se met en arrêt. Bien. Tout ce qu'on a déjà vu, c'est un contact, et c'est une animation théorique, ou bien explication théorique. On va passer maintenant, pour s'approcher au réel, on va simuler par logiciel notre schéma de simulation. Alors notre schéma, il est constitué par un sectionneur, 2 contacteurs, un relais thermique, un bouton contact de réellement, bouton arrêt, 2 boutons marche sens 1, sens 2, 2 contacts d'automaintien, 2 contacts pour le verrouillage et 2 bobines. Alors, on va passer à la simulation par logiciel. Je vais simuler. Tout d'abord, je commence par le schéma de puissance et circuit de commande, circuit de puissance, circuit de commande, et le réseau. Le circuit de puissance, il est constitué par un sectionneur porte fusible, 2 contacteurs CAM1, CAM2 pour les 2 sens, sens 1, sens 2, un relais thermique et le moteur. Passant au circuit de commande, il est donné par le contact auxiliaire du sectionneur porte fusible, le contact de réellement F1 pour le relais thermique, S3, S1, S2 constitue la boîte à 3 boutons, marche, arrêt, marche sens 1, marche sens 2 et l'arrêt. 2 contacteurs commandant chacun un contact qui est fermé et un contact qui est ouvert. Et vice-versa. Alors, je commence par la simulation. Si j'appuie au premier lieu le moteur est en arrêt, j'appuie sur le sectionneur porte fusible. Et puis, j'appuie sur S1. Le moteur se met en fonctionnement en sens 1. Si j'appuie sur S2, elle n'a pas d'effet. Voilà. Maintenant, pour encore, si j'appuie sur S2, elle n'a pas d'effet parce que le contact, il est ouvert, commandé par KM1. Maintenant, si j'appuie sur la S3, c'est le bouton arrêt, le moteur s'arrête. Je recommence le fonctionnement pour le deuxième sens en appuyant sur le bouton S2. Le moteur fonctionne en deuxième sens. Et là, puisqu'on est dans une simulation, on ne peut pas voir de près le sens de rotation du moteur. C'est par simulation, on a changé le sens du bruit du moteur, indiquant que le sens a été changé. Bien, si j'appuie maintenant sur S1, il n'a pas d'effet puisque le contact de verrouillage commandé par KM2 est ouvert. Si j'appuie sur S3, le moteur s'arrête. Si je veux bien faire la simulation d'une surcharge lente, sur intensité surcharge lente, alors je fais fonctionner le moteur dans n'importe quel sens. Et après une surcharge, on doit, pendant une surcharge, les 3 bilams vont s'échauffer et se dilater et se déforment, ouvrant ainsi ce contact, le contact du réel moment. Qu'on le ferme par la suite après chaque surcharge, pour un éventuel surcharge. Voilà pour la simulation. Je passe maintenant. Simulation, c'est terminé. Je passe à un essai pratique. Pendant cet essai, je vous ai préparé une séquence vidéo. Dans cette séquence, elle dure 4 minutes, à peu près 5 secondes.
dans laquelle on va analyser le câblage du circuit de puissance et démarrer le moteur dans les deux sens de rotation. On est au laboratoire d'huile électrique pour faire l'essai d'un démarrage direct du moteur dans les deux sens de rotation. Avant de brancher le moteur à la maquette, il faut le coupler. Et pour le coupler, il faut voir la plaque signalétique du moteur. Dans la plaque signalétique, c'est inscrit tension 220-380 volts. C'est-à-dire la tension par bobine doit être 220 volts. Voyons maintenant le réseau disponible au laboratoire. 220-380 volts. Le couplage doit être en étoile. Réalisons ce couplage. Et branchons le moteur à la maquette. Passons maintenant à la chaîne d'alimentation. Notre chaîne d'alimentation, elle est composée de deux circuits. Circuit de puissance et circuit de commande. Les deux circuits sont pré-câblés. Voyons le circuit de puissance. Dans le circuit de puissance, il existe deux contacteurs. KM1 pour faire fonctionner le moteur dans le premier sens et KM2 pour faire fonctionner le moteur dans le deuxième sens. On rappelle que pour inverser le sens de rotation du moteur, il suffit de permuter deux phases. Voyons sur cette maquette, la phase 1, elle est la même pour les deux contacteurs. Tandis que la phase 2, elle devient la phase 3, et la phase 3, elle est branchée à la phase 2. D'où on a fait la permutation entre la phase 2 et la phase 3. Passons maintenant à l'essai. Si j'appuie sur le bouton avant, le moteur fonctionne. Si j'appuie sur l'arrêt, le moteur s'arrête. Voyons maintenant le fonctionnement des deux contacteurs. Je change le sens. C'est KM2 qui fonctionne maintenant. J'arrête. Voyons maintenant pour vérifier le sens de rotation de notre moteur. Si j'appuie sur le sens avant, le moteur fonctionne. Dans quel sens? Si j'appuie sur l'arrêt, n'a pas d'effet. Et j'arrête pour voir le sens de rotation de notre moteur. Le moteur fonctionne dans le sens anti-horaire. Maintenant, si j'appuie sur le bouton arrière, le moteur fonctionne dans le deuxième sens. L'action sur le bouton avant n'a pas d'effet. Voyons maintenant le sens de rotation du moteur pour voir est-ce qu'il a changé le sens ou non. Oui, le sens de rotation est en horaire, sens horaire. On commence par une application à la mise en situation de notre système. Notre système, c'est la commande de la table d'une fraiseuse conventionnelle, que vous le voyez là par ce photo. La fraiseuse est une machine-outil permettant de réaliser l'usinage des pièces fixées sur la table horizontale. Dans notre système, le but de notre système, c'est la commande de cette table à taux et à travers, à droite et à gauche. Alors, la table horizontale de la fraiseuse, c'est celui-là. On va la déplacer suivant l'axe X. On trouve aussi un contact fin de course qui s'appelle SD au milieu de la table
un autre contact de fin de course SG. D, ça veut dire droite, SG, ça veut dire gauche. De part et d'autre aussi, on trouve deux butées réglables. L'une qui est à gauche, l'autre qui est à droite. Dans ce système aussi, et pour commander la table à droite et à gauche, on a besoin d'une commande. Donc, les boutons de commande de la table et les données dans ce pupitre de commande de la machine. Toujours dans la mise en situation, les deux contacts de fin de course RG et SD sont placés au milieu de la table. Ils sont là. Et deux butées réglables situées aux extrémités de la table. De telle sorte, si la table se déplace à droite, ce buté, il va actionner le contact qui est D, SD, à droite. Et vice-versa, le déplacement de la table à gauche fait actionner le contact SJ. Voyons maintenant le contact de fin de course dans ces deux positions relâchées et actionnées. La vue apparente de ce contact de fin de course et les données. Le schéma interne de ce contact, à l'intérieur, on trouve deux contacts, 13, 14, 21, 22. Ces deux contacts, on constate que le contact 13, 14, c'est un contact qui est ouvert, et 21, 22, c'est un contact qui est fermé. Ça, c'est pendant la position qui est relâchée. Et je vous montre là le symbole d'un contact de fin de course. Donc, dans le contact fin de course, il y a deux contacts, l'un qui est ouvert, l'autre qui est fermé. En position actionnée maintenant, si j'actionne ce contact fin de course, on va avoir le schéma interne des contacts de cette façon-là. Donc, le contact 13-14, il est fermé, et le contact 21-22 sera ouvert. On donne le symbole des contacts internes. Ce qui est fermé devient ouvert, ce qui est ouvert devient fermé pour les deux positions. Là, je vous donne une idée sur le fonctionnement de ce contact de fin de course. Application. Avant l'application, le fonctionnement, si vous voulez, la table de la fraiseuse se déplace horizontalement suivant l'axe X. Elle est entraînée par un moteur à 5 triphasé M de faible puissance. Bien sûr, pour le démarrage direct à deux sens, on n'avait pas besoin d'une procédure de démarrage. C'est pour ça qu'on ne peut l'appliquer que pour des moteurs de faible puissance. Qui est commandé dans les deux sens par deux contacteurs KM1 et KM2. La commande du moteur est effectuée par trois boutons poussoirs, S1 pour le déplacement à droite, S2 pour le déplacement à gauche, S3 pour l'arrêt. Aussi, à chaque fois qu'une butée gauche ou droite actionne le contact de fin de course SG ou SD, la table doit s'arrêter. Alors, le travail demandé, on donne le circuit de puissance et de commande incomplet permettant le déplacement de la table. Première question, compléter le schéma du circuit de puissance. Deuxième question, compléter les désignations manquantes des contacts dans le circuit de commande, qui est incomplet. Alors, je vais commencer par la première question. Alors, je commence par le circuit de puissance. Phase 1 avec phase 1, phase 2, phase 3. Maintenant, pour brancher ou bien pour représenter le câblage du deuxième contacteur, je dois choisir une de ces deux phases, une phase identique pour les deux contacteurs. Je vais choisir la phase 3 identique. Donc, je vais permuter entre la phase 1 et la phase 2. Donc, la phase 2 reliée à la phase 1 et la phase 1 avec la phase 2. Vous voyez là que j'ai bien représenté sans avoir des croisements. Encore, je dois représenter le contacteur avant le relais, ce n'est pas après. Et je vous demande de représenter convenablement ce schéma. Il faut s'assurer de la clarté du circuit de puissance en utilisant des instruments de dessin. Je passe maintenant au circuit de commande qui est incomplet.
puisqu'on donne le symbole du sectionneur porte fusible, donc ce n'est d'autre que Q. F pour le contact de réarmement du relais thermique. Maintenant, j'ai 3 boutons poussoirs. Certainement, ce bouton, c'est un bouton arrêt. Vous voyez là, vous avez 2 contacteurs, 2 bobines du contacteur. Je vais choisir une des 2 qui fonctionne pour le sens 1 et l'autre pour le sens 2. Alors, je commence par KM1. KM1 avec son contact maintien et le contact de verrouillage. La même chose pour deuxième bobine, KM2 avec contact de maintien et le contact de verrouillage. Il nous reste la commande du moteur. Alors, on doit avoir S1, c'est sens 1, à droite. Donc, celui-là, c'est un contacteur pour faire tourner le moteur à droite, si vous voulez, ou bien en sens 1. S2 pour sens déplacement à gauche. S3 pour l'aller ne peut être qu'un contact, qu'un bouton poussoir et arrêt fermé au repos. Il me reste le symbole de quoi? Du contact de fin de course. Le symbole de contact fin de course, puisque celui-là, c'est un contacteur pour le déplacement droite. La table se déplace à droite jusqu'à ce qu'elle actionne sur le contact fin de course, droite ou gauche? Droite, bien sûr. Donc, je dois mettre le contact droite et l'autre, ça va être le contact de fin de course à gauche. Chers élèves, je vous remercie de votre attention. Bonne continuation et bonne révision.